Frédéric Sanchez, président du directoire de FIV, groupe d'ingénierie industrielle bien connu, originaire de Lille, il y a 200 ans, dans un quartier de Lille. Frédéric Sanchez, président aussi, coprésident de l'Alliance Industrie du Futur. Pascal Dalloz, qui est directeur général adjoint de Dassault Systèmes, qui me rejoint. Isabelle Martin, qui est secrétaire confédérale de la CFDT, chargée des politiques industrielles, membre du Conseil national de l'industrie. Et enfin, Nicolas Orance, qui est vice-président de Daher, une entreprise bien connue que le ministre a visitée ce matin, et également président d'un pôle de compétitivité bien connu dans la région, EMC2. Merci à tous les quatre. On va se donner 20 minutes, si vous m'y autorisez. Allez, 25, mais je vois Emmanuel Macron acquiescer avant d'entendre le ministre. Donc, je disais tout à l'heure, 10 ans des pôles de compétitivité, 10 ans pendant lesquels, à bas bruit, la France a à la fois perdu en compétitivité, on le sait, c'est pour ça qu'on essaie de rattraper aujourd'hui avec des mesures type CICE, pacte de stabilité et de responsabilité. Et en même temps, on n'avait pas regardé peut-être l'importance de la compétitivité hors coût, comme disent les économistes, c'est-à-dire ce qu'est finalement ce qu'on présente là avec ce soleil, ce cadran, moi j'y voyais un rouage aussi, c'est-à-dire ce schéma qui nous dit on peut regagner de la compétitivité aussi par l'innovation. Et pour commencer, peut-être demander à Frédéric Sanchez quelques mots d'introduction sur l'industrie du futur et sur les enjeux de l'alliance des industriels qui se regroupent et se mobilisent. Alors je vais commencer par mettre tout ça en perspective. En fait, on a identifié 3 grands enjeux pour l'usine de demain, l'usine du futur. Le premier enjeu est un enjeu de transition climatique et de changement climatique. Il faut que nos usines produisent moins d'émissions polluantes et il faut qu'elles consomment moins d'énergie. Donc il faut réfléchir à des usines probablement plus petites, mieux intégrées, moins consommatrices d'énergie fossile. Premier point. Deuxième point, autre enjeu important, il faut rendre ces usines attractives. Aujourd'hui, l'usine était en France, FIV avait fait un sondage il y a 4 ans, lorsqu'il s'est engagé dans cette démarche sur l'usine du futur. On avait fait un sondage et les Français, finalement, n'aimaient pas leur usine. Mais pour une raison très simple, ils ne la connaissent pas. Et ils ne la connaissent pas et ils associent les métiers de l'usine à des métiers difficiles, pénibles, etc. Or, l'usine peut être, grâce aux technologies de demain, je vais y revenir, beaucoup plus attractive, à condition qu'elle soit repensée et que ses modes de production soient repensés. Et le troisième enjeu de cette usine, c'est qu'aujourd'hui, la demande, les besoins des consommateurs ne cessent d'évoluer, évoluent vite, et que donc les solutions du passé, des usines gigantesques produisant à la chaîne le même type de produit, sans doute est dépassé. Donc il faut penser usine flexible et comment développer des technologies qui permettent cette flexibilité et cette souplesse. Voilà, ça ce sont les enjeux. Et après les leviers de compétitivité, et tout ceci est à la base d'un des plans de la nouvelle France industrielle au départ, l'usine du futur, et qu'on va rebaptiser Industrie du futur, je vais revenir là-dessus. Les trois leviers de compétitivité, quels sont-ils? D'abord, compétitivité dite de filière, c'est-à-dire que l'objectif de ce plan, c'est de mettre en œuvre des lignes pilotes dans lesquelles on va associer des technologies, souvent d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement de rupture, mais on va les associer entre elles, permettre qu'elles communiquent entre elles, grâce à l'outil numérique et au digital, de façon à optimiser les procédés de fabrication et les processus de fabrication et intégrer l'usine dans une chaîne d'approvisionnement. Et tout ça, encore une fois, en utilisant la donnée, le data, en digitalisant l'économie, en digitalisant les systèmes de production et en digitalisant les biens d'équipement. Alors, quand on dit digitaliser, pour un fournisseur d'équipement comme FIV, c'est doter chacune des machines et chacune des pièces de cette ligne de production de capteurs intelligents qui vont permettre de produire des données qu'on va ensuite gérer, exploiter, comme le disait tout à l'heure Thierry Breton. Premier point. Deuxième volet de la compétitivité qu'on retrouve dans le plan, c'est une compétitivité, je dirais, d'offres et de tissu industriel. Comment faire en sorte que, finalement, il n'y ait pas deux mondes dans notre industrie d'aujourd'hui en France, le monde des grands groupes,
performant, mondialisé, et puis celui des PME, peut-être pas toujours au niveau. Eh bien, avec le gouvernement, on a décidé d'élaborer un plan qui permette d'identifier les PME gagnantes, celles qui gagneront demain, et en les aidant à monter dans la chaîne de valeur. En investissant, on sait qu'en France, on a 20 ou 25 000 robots, en Allemagne 120 000, eh bien, en investissant et en permettant à ces entreprises d'investir pour monter dans la chaîne de valeur et en investissant dans des biens d'équipement automatisés, etc., permettant cette efficacité. Et le troisième levier de la compétitivité, c'est travailler sur et stimuler les innovations de demain. Alors les innovations de demain, ça concerne les nouveaux matériaux, on parle de composites, on a visité ce matin l'usine d'Aer, on est au cœur, mais il n'y a pas que ça, les nanotechnologies, de nouvelles technologies, la 3D par exemple, qui est au cœur de nos réflexions et pour lequel d'ailleurs la France a une véritable carte à jouer, j'y reviendrai, les contrôles indestructifs, la digitalisation, les procédés de production automatisés, les nouveaux procédés de fabrication, et puis la robotique, la cobotique, la robotique de procédés, la cobotique, la réalité augmentée. Enfin, vous avez un certain nombre de stands qui démontrent qu'on est déjà très avancé sur ces sujets-là. Alors, pour terminer, avant de parler de l'Alliance, en 2 minutes, je conclurai. Au fond, je voudrais dire une chose, c'est qu'en France, on a aujourd'hui d'importantes cartes à jouer. En fait, toutes les cartes se redistribuent. La réindustrialisation de notre pays, c'est quelque chose auquel je crois, mais je crois intimement. Et FIV, d'ailleurs, est l'exemple de cette réindustrialisation. On a triplé nos effectifs en 15 ans. On a investi dans un outil de production. Un investissement d'aujourd'hui, c'est le profit de demain et l'emploi d'après-demain. Et c'est vraiment faisable et c'est jouable. Et je crois qu'on a une carte à jouer qui est essentielle et qui est permise par le fait que aujourd'hui, on est dans un monde où tout est bouleversé, où les paradigmes d'autrefois ne fonctionnent plus. Et dans ce monde où au cœur, on trouve le digital, les supercalculateurs, les data et les technologies de demain comme la 3D, eh bien franchement, la France n'a pas à rougir, elle est en avance. Dans la plupart de ces domaines, elle est en avance. Elle a des startups qui sont à la pointe. Simplement, on a du mal parfois à stimuler et surtout à jouer collectif, à faire en sorte que de ces idées naissent quelque chose de plus grand, du spécial, qu'on fasse naître le systémique. Et c'est ça l'objet de l'alliance qui vient d'être mise en place. Alors c'est quoi l'alliance par rapport à l'usine du futur ? Je dirais que c'est à la fois plus pragmatique et plus ambitieux. Pragmatique parce qu'on réunit autour de la table l'ensemble des acteurs, pas simplement les industriels, plan d'usine du futur du départ, mais aussi nos relais en région et nos relais syndicats professionnels. C'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de cette réindustrialisation et on va jouer ensemble et collectif pour démultiplier cette énergie qui vient du centre en la rapprochant du territoire. Et donc, l'Alliance, ça associe les syndicats professionnels, le CIMOP, le JIMELEC, la FIM, le Syntec, le numérique et l'industrie. C'est la première fois que ces syndicats professionnels vont travailler ensemble. Mais c'est aussi des instituts de recherche comme le CEA, mais c'est aussi l'Institut Mines Télécom, etc., etc. Donc, c'est un ensemble d'acteurs, bien sûr, auxquels s'ajoutent les industriels. Et la coprésidence de l'Alliance reste d'ailleurs coprésidence d'Assosystème, que représente Pascal, et moi-même, Frédéric Sanchez, pour FIV. Donc, pragmatique, les relais. Et ambitieux, pourquoi ambitieux ? Parce qu'en même temps, et ça, je laisserai la primeur, bien sûr, de l'information à Emmanuel, mais parce qu'on y met des moyens financiers, et on y met des moyens financiers. L'un a été annoncé, qui est le suramortissement, qui permet d'accélérer ces initiatives, qui permet de les amplifier. Et pragmatique aussi, pourquoi ? Parce que l'on va s'appuyer sur ces réseaux pour mener à bien ces lignes pilotes. Il y a ces centres de recherche où vont être développées les technologies de demain. Les lignes pilotes, il y en a une dizaine d'approuvées. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont très avancées. Il y en a 6 qui sont conçues, mais il faut passer à l'acte maintenant et les construire, les produire. Mais je n'ai aucun doute qu'on va le faire, et on va le faire d'autant plus aisément et facilement qu'aujourd'hui des moyens existent et une volonté forte existe, à la fois de la part des industriels et des filières. Voilà. Merci. Pascal Dalloz, sur la coproduction, finalement, de cette usine du futur et les enjeux pour le pays en termes d'emploi, en termes de diversification. Elle est déjà là, d'ailleurs, cette usine du futur. Tout à fait. On n'a pas besoin de voir la gigafactory de Elon Musk pour ça. En partie.
On a eu un parti pris dans ce plan qui est l'usine du futur, les industries du futur ne se résument pas uniquement à l'automatisation. C'est une part clé, il n'y a pas de doute, parce que l'excellence industrielle, c'est la performance et l'automatisation amène cette performance, mais c'est également l'innovation. Parce que l'innovation, c'est imaginer demain et c'est surtout conduire le changement pour s'y adapter. Et là, l'homme, il est central dans cette affaire. Quand on regarde les technologies numériques que je représente, au fond, dans ce plan, elles aident à cela. Quel est le seul endroit où vous pouvez faire se rencontrer le désirable, l'imaginaire et le possible? Dans les environnements virtuels. C'est le seul endroit où vous pouvez anticiper, mettre au point, réaliser de manière virtuelle avant même de ce comité. Communiquer ne veut pas dire qu'on collabore, qu'on se comprend. Or, encore une fois, cette économie, elle est changeante, les filières, ces frontières bougent, et aujourd'hui, on le voit bien dans le cas d'un véhicule électrique, vous avez différentes filières qui ont besoin de collaborer. Ces plateformes de collaboration, elles sont cœur dans cette économie. Et le troisième sujet, on en a parlé, les données, mais encore une fois, les données, c'est une chose. Le plus important, c'est la métadonnée. C'est qu'est-ce que vous en faites de cette donnée. Et pourquoi il est important de stocker la donnée et de travailler sur la métadonnée? C'est que vous capitalisez sur le savoir. Et quand vous avez capitalisé, vous pouvez transmettre. Et du coup, c'est là le point important de ce plan, c'est qu'on a mis également l'accent, et c'est le deuxième volet, sur les ETI et les PME. Parce que quand on regarde les comparaisons internationales, là où on pêche fondamentalement en France, c'est sur les PME et les ETI. Donc là, une grande initiative a été lancée pour sensibiliser 15 000 PME, en accompagner 2 000, et avec un plan ambitieux également cette année. Merci. Isabelle Martin, il n'y a pas encore de syndicat de robots, ça viendra peut-être, mais pour le moment, il y a des syndicats de salariés, et l'un des enjeux, je ne sais pas, hein, oui, avec l'intelligence artificielle, on ne sait jamais. C'est absolument, mais c'est l'homme ou la femme augmentée, hein, donc ça ne remplacera pas forcément. Quand on a peu de temps, je ne vais pas vous interroger là-dessus. Oui. Sur les enjeux de formation, pour les salariés aujourd'hui, à cette usine du futur, qu'est-ce que et finalement la place de l'homme dans une usine dite du futur? Alors, avant, si vous m'autorisez, voilà, juste un petit mot. Je pense que l'industrie du futur, c'est un projet qui peut être porteur de sens et mobilisateur pour l'ensemble de la société. Puisqu'on a vu, puis ça a été démontré, c'est une industrie qui apporte des solutions à tous nos sujets économiques, sociaux, sociétaux, au quotidien. D'ailleurs, j'ai essayé un très joli fauteuil tout à l'heure. Et j'espère que c'est l'occasion ou jamais, collectivement, de tourner définitivement la page de ce qui a fait beaucoup de dégâts, qui était la fameuse entreprise sans usine, qui a quand même fait beaucoup de dégâts sur la place de l'industrie dans notre société, sur l'emploi industriel, évidemment, dans tous les territoires, et sur la conduite de la politique industrielle. Donc peut-être que c'est effectivement l'occasion de dire, oui, l'industrie et ses usines ont un avenir. Et donc, c'est venu du président d'une entreprise qui est devenue finlandaise, mais... française qui est devenue finlandaise. Absolument. Un fleuron industriel. Absolument. Et donc, vous le direz. Effectivement, c'est l'occasion de se rappeler collectivement que la production est indispensable pour une industrie compétitive puisqu'elle nourrit aussi l'innovation et les savoir-faire. Alors, à quelles conditions on réussit ça? Ça a été bien dit, c'est la coopération déjà entre les entreprises. C'est ce que font aussi les filières du Conseil national de l'industrie. Et évidemment, ça ne peut pas se faire si les salariés subissent ces changements. Donc les salariés vont être au cœur, donc ce projet-là ne peut pas se faire ni contre ni sans les salariés. Et donc on a besoin qu'ils soient totalement associés. C'est aussi un projet effectivement qui peut rendre l'industrie attractive pour les jeunes et leurs familles. Alors, pour en venir directement, et je serai courte, je pense qu'il y a quand même 3 questions clés sur la place la place du travail et sur la formation. La première, c'est qu'on ne réussira pas l'investissement technologique et productif s'il n'y a pas d'investissement social qui va avec. Donc c'est évidemment la formation, l'évolution du contenu des emplois, les métiers. Et donc à la fois en termes prospectifs, c'est-à-dire essayer de dessiner l'avenir de demain, mais aussi être capable ensemble, au plus près des territoires, de construire des solutions. Et ce projet sera réussi si il s'accompagne d'une montée en qualification de l'ensemble des salariés. On ne peut pas se laisser se redévelopper, par exemple, une nouvelle inégalité ou une nouvelle fracture qui peut être extrêmement dangereuse, que serait la fracture numérique au sein de la population salariée. Donc il s'agit bien d'embarquer tout le monde, parce qu'on aura aussi besoin dans cette UNIS-là de tous les niveaux
de qualification de tous les emplois et qu'il s'agit bien effectivement de pouvoir faire progresser et sécuriser le parcours des salariés. La deuxième question qui est peu abordée, mais qui est quand même venue tout à l'heure, c'est la question de l'organisation du travail. Ça ne sera pas la même. Et donc c'est l'occasion de rediscuter coopération, place des salariés, dialogue au plus près, nouvelle forme de management, et qu'on change un peu, donc nouveau aussi modèle d'organisation. Et la troisième question clé, et je m'arrêterai là-dessus, c'est évidemment pour anticiper tout ça, il faut partager les informations et la stratégie. Ce qui suppose qu'il y ait un dialogue social à tous les niveaux, évidemment au niveau national, j'ai lu qu'à Interel, le dossier de presse, ça sera sans doute présenté tout à l'heure, évidemment au niveau régional et dans les territoires, et surtout, et avant tout dans l'entreprise, puisque c'est là qu'on aura ensemble à gérer les changements. Merci beaucoup d'avoir été brève, mais particulièrement directe et je pense concrète. On termine avec vous, Nicolas Orance. Je n'étais pas ce matin à la visite, je suis arrivé un peu tard, mais on m'a dit que c'est une très belle usine, donc j'aurai peut-être une deuxième chance, automatisée, mais qui crée des emplois. Donc voilà en gros la question. Oui, c'est un peu rapide, mais vous venez quand vous voulez, Philippe. Daer a déjà fait le virage de la 3e révolution industrielle, quelque part. On a visité ce matin, effectivement, avec le ministre, une Smart Factory, avec des opérateurs hautement qualifiés, qui travaillent main dans la main avec des robots pour fournir des pièces avec une très forte cadence, au coût objectif. Donc c'est véritablement le résultat d'un virage qu'on a pris il y a maintenant 2 ans au travers de notre plan stratégique Performance 2017 qui juxtapose dans cette vision stratégique d'être le meilleur sur nos marchés de référence en travaillant sur 4 thématiques extrêmement simples. L'homme et la femme au cœur de l'usine, donc la formation. Nous avons formé 1 salarié sur 2 l'année dernière et on accélère la formation pour monter en compétences. L'excellence opérationnelle, livrer des pièces à l'heure, de bonne qualité, au coût objectif, et avec des standards dans l'aéronautique qui se rapprochent de plus en plus des standards qu'on a vus dans l'automobile, avec des cadences qui augmentent énormément, en particulier pour des clients comme Airbus. La robustesse des procédés, corps modèle de gestion, la robotisation, la gestion des programmes, qui sont des éléments essentiels pour qu'on puisse structurer nos usines Daer, nos plateformes logistiques. Et enfin, l'innovation. Et là, on se retrouve complètement, vraiment en ligne avec l'Alliance. L'innovation à 2 niveaux. Tout d'abord, l'innovation incrémentale, où on va améliorer et on va prendre ce qui se fait de mieux dans le monde, qui existe déjà sur étagère, pour le mettre le plus rapidement possible dans nos usines, au service de nos clients. Et enfin, l'innovation disruptive, des ruptures technologiques qui nous prépareront, même si la filière aéronautique est une filière les mieux organisées en France, il faut se préparer au coup d'après. Et des dispositifs comme l'Alliance, des dispositifs locaux au travers de la Jules Verne Manufacturing Valley dont a parlé Christophe Clergeau tout à l'heure, où on va travailler sur des ruptures technologiques et une cohérence entre le local et le national au travers de grands programmes de recherche comme le CORAC, usine aéronautique du futur, on voit qu'on a un continuum qui nous permet de voir ce logo effectivement comme un soleil. Et pour l'industrie du futur, ce qu'on dit dans le coin, c'est souvent le soleil se lève à l'ouest. Et je pense que c'est une bonne réponse sur l'industrie du futur. Donc le robot tue pas l'emploi ? Non, le robot est extrêmement complémentaire. Si nous n'avions pas de robot, les marchés ne seraient pas forcément dans notre usine en France. Ça améliore les performances, ça standardise les process et ça concentre l'opérateur sur des métiers de haute valeur ajoutée. Le robot fait des choses ingrates, des choses répétables, des choses lourdes. Donc ça optimise les conditions de travail, ça diminue les troubles musculo-squelettiques. Donc le robot est un très bon ami. Il faut l'aimer aussi. Un dernier mot, vous vouliez annoncer le manufacturing thinking. Alors ça, oui, merci. C'est globalement comment on continue à accélérer de mettre l'homme et la femme dans l'usine et l'usine dans la société. Et le manufacturing thinking, qui est en fait une session de 2 jours, et je vous invite le 22 et 23 juin à Nantes, c'est à l'initiative de la Jules Verne Manufacturing Valley qui abrite le pôle EMC2, qui abrite l'IRT Jules Verne, qui abrite un Fab Lab pour la génération des jeunes ingénieurs, des makers de demain, et une académie de formation de l'opérateur au docteur. Pendant 2 jours, nous allons travailler avec des intellectuels, des économistes, des grands industriels pour se projeter sur les nouveaux business models de demain avec le manufacturing.